You know what? Future. Vous savez, l'avenir n'est pas encore écrit. L'avenir n'est pas encore écrit, c'est à vous et à moi de décider de ce que ce doit être. Et au début de ce forum, j'aimerais que vous compreniez et que vous envisagiez ce que les 20 années à venir pourraient être. Donc, commençons par parler de l'espérance de vie. Vous pouvez voir à partir de ce graphique que les choses se sont modifiées. Plus de 5 ans en moyenne. Une augmentation de 9 ans au Bangladesh, 5 en Iran. En Afrique, les gens vivent 6 années et demie de plus qu'avant et même 15 ans de plus en Éthiopie. Même en Europe, où l'espérance de vie s'est améliorée de 3,5 années sur cette même période, elle pourrait durer 5 ans de plus. Et donc, pour le monde, on peut dire que ces chiffres montrent qu'il y a une chute de la mortalité maternelle et infantile et aussi une chute des maladies comme le sida ou le HIV, la malaria et autres. Et il y a aussi une baisse dans le nombre des guerres. Voici une carte qui vous montre les conflits armés en 2013. On retrouve ici les différents points. Ce sont les zones de conflit principales qui tuent plus d'1 millier de personnes par an. Et je les mets ici, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a 13 grands conflits qui existaient en 1991. La première chose qui s'est passée, qui nous a marqué, c'est la fin de la guerre froide. Ensuite, une croissance de l'interdépendance économique. Troisièmement, les 30 années glorieuses et leur impact. La première fois que l'on retrouve dans l'histoire que les pouvoirs se sont engagés pour servir le social. Prenez l'Asie dans les années 80, en Amérique latine dans les années 90, le sud-est de l'Asie actuellement aussi. Et puis la troisième tendance que j'aimerais vous présenter, elle est liée au progrès de la démocratie et des droits de l'homme, de la personne. L'Égypte et la Syrie n'en sont pas encore là. Mais rappelons-nous la situation en Amérique latine, l'Union soviétique, la Yougoslavie, l'Afrique du Sud, le Cambodge, il y a 25 ans. Rappelez-vous. Tous illustrent que la tendance est en route et concrète, soutenue maintenant par les réseaux sociaux et Internet. Le graphique ici vous montre l'utilisation d'Internet et le nombre de personnes connectées. Regardez l'augmentation. Et Facebook a plus d'1 milliard d'utilisateurs actuellement. Tellement qu'avec Twitter, il s'agit d'un véhicule véritable pour l'émancipation sociale et politique, en étant l'écho de mouvements sociaux au niveau mondial. Et ainsi, les réseaux sociaux ont lancé leur rôle de construction de la société civile. Rappelez-vous le printemps arabe. Regardez l'Espagne. Les mouvements d'occupation aux États-Unis, comment tout ceci a explosé au niveau mondial. Et donc, quand les gens en Europe regrettent la montée de l'individualisme, il y a beaucoup de signes qui montrent que la solidarité, la justice, la liberté continue à intégrer les jeunes, pas seulement à New York, à Madrid, à Tel Aviv, mais aussi en Turquie, en Chine. Reprenons maintenant une quatrième tendance dans le monde, la réduction de la pauvreté. Ce graphique vous montre comment la population mondiale est passée de 3,7 milliards dans les années 70 à 7,3 en 2015, 8,4 en 2030. Ensuite, si on répartit ceci par niveau de revenus, en rouge, les riches, le chiffre a augmenté. Les plus pauvres, qui vivent avec moins de $10 par jour.
tout en représentant plus de la population, ou la plus part de la population mondiale. Mais il y a une augmentation néanmoins depuis quelques années de leurs revenus. Et enfin, la population qui a les revenus intermédiaires, et je l'appelle la classe moyenne. Ce qui est vraiment important ici, c'est que cette augmentation constante des revenus nous mène à un glissement parce que ceux qui étaient pauvres, la population pauvre augmente, la classe moyenne augmente aussi. Il y aura des meilleurs accès aux soins de santé, à l'université. On voit le nombre des diplômés qui va augmenter de 128 millions en 2010 à 206 en 2020. 60% de plus en 10 années. Et un doublement par 5, ou 5 fois plus que les autres chiffres. Et maintenant, regardez, le monde se porte bien mieux qu'il y a 20 ans, du moins au niveau mondial. Parce que si maintenant vous demandez à quelqu'un qui est né pendant le baby-boom, il vous parlera des 30 glorieuses, plutôt que des années 20 et 30. Mais quand vous demandez à un Chinois, un Chilien ou quelqu'un de Mongolie la même question, ils ne répondront pas en faisant référence aux années 60 et 70 comme étant l'âge d'or. Voilà ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour la plupart des personnes dans le monde, c'est un avenir prometteur encore, qui reste avenir glorieux. Est-ce possible? Est-ce que c'est durable? Ces signes de progrès seront-ils durables? Alors j'ai quelques chiffres de plus à vous donner pour vous montrer la consommation de la classe moyenne. Voilà la part, comme on peut le voir, les nations industrialisées comptent quand même 90% dans les années 70 et maintenant il y a à peine 25% en 2030. Et quand on prend le reste du monde, on voit que l'Asie doit multiplier par 7 ces chiffres en 2030, c'est-à-dire que c'est l'Asie qui va consommer le plus au niveau mondial à ce moment-là. Et nous n'en sommes qu'au début de ce changement, de ce glissement, parce que la classe moyenne de l'Inde va aussi exploser dans les années à venir. Passons maintenant au prochain point, l'organisation du monde. Un autre graphique que l'on peut lire dans le sens des aiguilles d'une montre depuis les années 50 jusqu'à 2050. 1950 à 2050. Les pays émergents, il y a d'une part les pays émergents et en cours de développement et en bleu ce qui est en cours de développement. La population urbaine et la population rurale, orange ou rouge, selon, vous voyez la charte au tableau. Et donc, quand on regarde les pays en voie de développement, il y a 95% qui représentent une augmentation énorme. Ça pourrait être une spirale urbaine énorme. Convertissez ces chiffres et il y a une demande pour la croissance, le logement, la propreté urbaine. Mais il faut traiter la population, l'insécurité, la population, c'est-à-dire urbaine principalement, la congestion urbaine. Et il y a de nouvelles manières de travailler maintenant. Je voudrais parler d'un autre point qui tourne l'avenir. Une standardisation des styles de vie. Et un premier exemple, c'est le téléphone mobile, le portable. Regardez les chiffres à nouveau. On a 1 milliard de lignes fixes. Et puis maintenant, les chiffres qui vous donnent le nombre de mobiles. Regardez les chiffres qui touchent jusqu'à 2015. Ce chiffre est aussi une bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où les téléphones mobiles deviennent des téléphones intelligents, les smartphones, et deviennent une technologie utile, on peut avoir accès au GPS, à la télémédecine,
et a d'autres avantages. Prenez en Afrique, où l'électricité ne touche qu'un tiers de la population à peine. La pénétration des téléphones mobiles représente 70%. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Surtout lorsque l'on sait combien le téléphone cellulaire est utilisé. Ça remplace les banques pour les transferts d'argent, un outil pour vérifier les prix de matières premières ou un système de contrôle télécommandé pour les systèmes d'irrigation, par exemple. En d'autres termes, le téléphone mobile est devenu maintenant un outil de développement, un moyen de croissance économique. Est-ce aussi simple? Réfléchissons. Si les téléphones mobiles peuvent être accessibles à tous, ils doivent être peu chers. Et puisque les matières premières ont des prix qu'on ne peut pas baisser, la concurrence ne se fera que sur les droits sociaux et le travail. Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut développer le développement durable. Prenez le tungstène, etc. Prenez au Congo, l'utilisation illégale de ces produits et la vente illégale de ces produits est énorme. Maintenant, prenons les réserves minérales mondiales. Elles ne sont pas infinies. Voilà un scénario de fin de disponibilité. Les diamants, les Chinois offrent des bagues de fiançailles avec des diamants maintenant. Et depuis, il y a une explosion de la vente des diamants. Passons maintenant à un autre problème. C'est la demande en voitures, en véhicules particuliers. Depuis les années 80 jusqu'en 2025, l'augmentation des véhicules pourrait atteindre 1,6 milliard. En 20 ans seulement, vous vous rendez compte? En 20 ans, la Chine pourrait compter autant de voitures que dans le monde en 1980. Et du coup, 3 questions. L'évolution, les émissions carbone et l'alimentation, le carburant. Le transport mondial utilise 30% de l'énergie mondiale actuellement. Et les voitures représentent seulement une infime partie. Voilà l'évolution du fret maritime. 55% de croissance depuis les années 70 et 90, et puis 125% d'augmentation jusqu'en 2010. Et pour ça, cette augmentation signifie qu'il y a plus de commerce, plus de production, et donc il devrait y avoir des augmentations. Et l'énergie est la colonne vertébrale de la croissance. On voit le graphique avec l'augmentation de la demande en énergie entre 2005 et 2035. Une croissance importante, jusqu'à 65% de croissance dans les 30 années à venir. 2 fois plus que la croissance de la population sur la même tranche. Et en Chine, il devrait y avoir une absorption de 30% de la demande qui sera absorbée. Et je devrais dire Made in China, fabriqué en Chine, parce que la plupart de cette énergie fabriquée là-bas sera réexpédiée dans le monde par des jouets, des tracteurs, des habits. Mais on ne peut pas toujours blâmer la Chine et dire que c'est leur faute. Dans des économies tertiaires comme l'Europe, l'énergie et la demande en énergie restera très élevée. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre manière de vivre. Notre mode de vie est lié à cela. L'énergie est devenue un point clé pour l'avenir. Et maintenant, l'alimentation. D'ici 2050, il y aura une augmentation de 25% du nombre de calories. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une augmentation des revenus, il y a une augmentation de la consommation des calories. Et dans les pays émergents, cette augmentation est liée à l'augmentation de la demande en produits laitiers et en viande.
la consommation moyenne de viande pourrait augmenter de 40% d'ici le milieu du siècle. Si on combine cette augmentation avec la croissance de la population, regardez le résultat. Une demande mondiale de viande qui augmente totalement et qui est hors de proportion de tout, avec toutes sortes d'effets secondaires. Une augmentation des maladies à cause de la consommation qui augmente en matières grasses et en sucre. Une augmentation de l'empreinte nécessaire pour les récoltes, c'est-à-dire l'utilisation du sol pour la production de la viande. Pour 1 kg de viande hachée, il faut 7 à 8 kg de céréales. Et donc, on a 70% des terres qui sont déjà dédiées au bétail. Et donc, la production devrait augmenter. Et on comprend maintenant pourquoi le bœuf, le beurre, le cuir font partie des préoccupations écologiques majeures actuellement. Voilà l'empreinte carbone de ces différents produits. Regardez les émissions de méthane aussi, à cause de la fermentation gastrique du bétail, et également le carbone par la déforestation, la perte de forêt. Un autre aspect concerne aussi les difficultés en matière d'eau, le stress hydrique. Et l'empreinte augmente en termes de matières premières. La demande pour le cuir ou les chaussures en cuir augmente. On veut de plus en plus de piscines aussi, de golf, de pelouses. Tout ça, c'est lié à la mondialisation. Il faut les mêmes hamburgers, les mêmes expressos, les mêmes téléphones, les mêmes bijoux. Et j'ai bien d'autres exemples. Je peux continuer toute la journée, si vous voulez, pour vous parler de l'effet complexe de la globalisation, de la mondialisation de la classe moyenne sur l'avenir. Mais regardons maintenant la croissance de la population mondiale. 55% en 30 ans, la richesse mondiale qui augmente 3 fois plus que la population, et enfin la consommation mondiale qui est liée à la courbe de richesse. C'est un modèle qui concerne la transformation d'un revenu en une demande accrue. Donc, il faut plus de ressources. C'est bien là le problème. Si en théorie la croissance économique est illimitée, la biosphère ne l'est pas. Voilà pourquoi mon dernier graphique vous montre l'évolution de l'empreinte écologique mondiale. Et d'abord, je dois vous dire que l'empreinte écologique est la mesure de terres productives nécessaires pour soutenir la consommation humaine. En bleu, la biocapacité de la planète. En gris, le capital naturel qui a été consommé depuis 1960 par les humains. Nous consommons, en tant qu'humains, 1,5 planète chaque année. Nous vivons à crédit. Pour ce qui est des intérêts, de notre prêt, eh bien, le premier, ce sont les coûts économiques, agricoles et de santé. Et le coût humain de centaines de millions de personnes que l'on déplace d'un endroit à l'autre. Le coût social et politique des pénuries et de l'inflation. S'il y a une augmentation du pouvoir d'achat et que ça, c'est ce qui permet une stabilité sociale, quelle frustration dans la classe moyenne. Mais ça peut se transformer en xénophobie au Brésil, en Chine, en Turquie ou en France. Et le risque est encore plus important. D'ici, on voit qu'il y a des inégalités qui augmentent clairement au cours des 10 années passées. D'un côté, on voit que le monde s'en sort mieux chaque année.
Pourquoi? Parce que les classes moyennes ont des attentes qui reçoivent des réponses et qui sont satisfaites donc. Mais on sait aussi que on ne peut plus se fonder sur un modèle économique qui se fonde sur des ressources illimitées parce qu'elles sont finies, ne sont pas infinies. Ce qui veut dire que nous devons trouver un modèle qui soit une alternative, une économie positive, qui ne soit pas une économie de prédateurs.